Ou alors donc là, le coup de génie, Joël. Donc tu obtiens l'autorisation pour faire monter tes deux motos à la Tour Eiffel. Tu débarques avec ton camion, Joël Desquin et Charles Coutard. Oui. Et là, qu'est-ce qui arrive le matin? Alors le matin, sur le champ de Mars, et puis au bout d'un moment, on voit arriver des camions de télé, des journalistes. Et en fait, on a la surprise, il y a plus de 200 journalistes qui ont été prévenus de la montée, alors que nous, on ne savait pas, puisque on avait prévenu que la presse moto, il y avait 3 journaux à l'époque. Ouais. Et en fait, on n'était vraiment pas sûr de notre coup. Et là, on se dit, si on se loupe, on est mort, parce que tout le monde, ces gens-là se sont déplacés, et si on se loupe, personne, on ne passera pas pour des gens sérieux. Et en fait, ça a marché. Heureusement qu'on avait les deux meilleurs pilotes, parce que c'était vraiment pas facile. Et Joël Desquin n'a mis qu'un pied pour arriver au-dessus du deuxième étage, et Charles a dû mettre 2 ou 3 pieds. Enfin bon, ils ont été exceptionnels. Il y avait 742 marches. 742 marches, exactement. Voilà. Et la descente était encore plus dure que la montée. Ah ouais. Parce qu'on avait tout le poids sur les bras, et c'est long, il fallait une demi-heure pour descendre, une demi-heure pour monter, une demi-heure pour descendre. Donc c'était aussi assez physique. Et là, on a réussi, et en fait, il y a eu un coup médiatique énorme, trop gros, parce que le problème qu'on a eu, c'est que le lendemain, on avait des coups de fil de partout, tout le monde voulait acheter une JCM, mais on n'en a encore pas produit une. Ah ouais. Donc, en publicité, dire voilà, on peut vous proposer un beau produit, mais malheureusement, on ne peut pas le vendre, c'est pas terrible, quoi. Mais enfin bon, bref, ça nous a vraiment lancé, ça nous a servi, et surtout médiatiquement, ça nous a bien aidé, quoi. Et oui, tout ça, on va bien sûr parler de ta moto, la JCM, elle est là. Hein. Et Alors ça, c'est le tout premier première. proto, tout premier, bon, qui a été restauré, mais il est à l'identique, comme il est sorti. Alors la grosse avancée qu'il y a eu sur les JCM, c'est que j'ai mis au point une suspension arrière progressive. Alors ça veut dire quoi? Alors maintenant tout le monde est équipé comme ça. Ça veut dire qu'on a une suspension douce pour les petits chocs, pour avoir l'adhérence. Et quand on passe une grosse marche ou un choc important, la suspension se durcit. Donc par un système de biellette, et après on l'a fait avec un amortisseur oléopneumatique, mais par le système de biellette et par la variation des forces sur les biellettes, d'après les angles entre l'amortisseur et les biellettes, on change la force et on adapte, on obtient une progressivité, donc une suspension très souple sur les premiers débattements et qui durcit en fin de course. Voilà. Et ça, alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, ça existait sur les machines de cross déjà à l'époque, mais personne n'avait adapté au trial. Parce que là, on est en 1982, les motos trial sont des biamortisseurs. Biamortisseurs. Et toi, tu es donc t'es le premier à Le premier à avoir mis ça sur une moto trial, hein, ça c'est certain. Ah ouais. Yamaha avait déjà fait un mono-amortisseur, mais qui n'était pas progressif, fameux cantilever avec l'amortisseur qui était placé sous le réservoir, ce qui n'était à mon avis pas une bonne idée, puisqu'on amenait le poids très haut. Mais amortisseur progressif, personne ne l'avait fait avant. Et en fait, ça a été vraiment une avancée énorme. Un pilote qui passait avec une Bultaco une marche d'1 mètre, passait une marche d'1 mètre 50 avec la JCM, ça c'était clair et net. Hein. Ah ouais. Ça s'est vu tout de suite et ça a été le succès immédiat de la moto suite à ça. Preuve en est que tout le monde après a suivi. Hein. Effectivement. Voilà. Alors à la suite d'après, on est passé au même résultat avec la progressivité avec un amortisseur oléopneumatique. Oléopneumatique, c'est-à-dire que huile pour l'amortissement et puis l'air pour la compressivité, pour que l'air remplace le ressort. Il y a un ressort dedans, mais c'est pas un ressort, c'est le ressort de retour de course. Hein, c'est le ressort pour amortir quand l'amortisseur revient en course extrême. Et donc l'air est séparé de l'huile par une membrane sur laquelle on avait un brevet à l'époque, une membrane en caoutchouc qui sépare l'air et l'huile. Voilà. Donc là, la progressivité, là je vois, il n'y a plus de biellette, c'est vraiment. Il n'y a plus de biellette, là c'est direct. Voilà. C'est l'amortisseur qui fait la progressivité. Donc j'ai commencé avec des biellettes, on est venu à cet amortisseur-là. Et après, on est revenu aux biellettes pour plusieurs raisons. La première, c'était que c'était très dur à régler. Quand c'était réglé parfaitement, c'était exceptionnel. Et je crois que ce sera encore exceptionnel maintenant, parce qu'en plus, on gagne beaucoup de poids. Mais c'était très dur à régler, c'était très pointu. Donc, le client moyen de l'époque avait du mal à régler son amortisseur. Donc, et en plus, comme on était en petite série et qu'il y avait beaucoup de pièces de précision qu'il fallait fabriquer pour faire cet amortisseur, l'amortisseur coûtait très cher à fabriquer. Donc on est revenu à un système plus conventionnel après, avec des biellettes qui étaient forgées. On avait un beau système qui marchait bien. Et un amortisseur classique Corte Coso italien qui a été ensuite, qui était monté aussi sur les Fantiques. Donc c'était un amortisseur de grande série. Voilà, quoi. Et puis là, on voit derrière toi, c'est toute cette aventure de JCM de se lancer dans une production de moto française. Alors, ça c'est ma planche à dessin de l'époque. Voilà.
on fabriquait, alors on n'avait pas beaucoup d'argent, on n'avait pas les moyens de faire des moules pour de la grande série comme auraient fait des gens comme SVM ou voilà. Donc nous on fabriquait nos moules, on faisait nos pièces, on faisait sous-traiter nos pièces, mais avec la fabrication de nos moules, ça c'est des moules pour faire les réservoirs, les filtres à air, voilà, c'était. Donc c'était des moules qui étaient faits ici. Alors les moules étaient faits tout d'abord en polyester, ils étaient coulés et après on les usinait et on faisait toutes les fermetures ici. Ça c'est les moules de. Et tous les gabarits de soudure, ça c'est le. Ça c'est. Voilà. Regarde, ça c'est un réservoir qui sortait de ton moule. Ça est sorti du moule, c'est un peu ébavuré. Alors, même si le réservoir n'est pas beau, c'était pas grave, parce que dessus, on avait une coque en polyester. Et ouais, on voit la coque qui est là. Qui cachait la misère. Cachée. Voilà. Et voilà. Chose qui a été reprise par chez Honda sur les fameux RTL, c'est pareil. Exactement. Voilà. Incroyable. Hein. Et ça, par exemple, c'était le gabarit de soudure. On soudait nos oscillants sur ce gabarit-là. Voilà. Donc, tu n'avais pas de sous-traitant, c'était tout fait chez toi. on faisait tout. Même nos échappements étaient faits ici. Ah ouais. Voilà. On faisait nos pièces, on faisait emboutir on faisait les moules d'emboutissage. On nous emboutissait des coques. On découpait les coques. Alors, tiens, je vais vous montrer quand même un truc. Comme on n'était pas riche, il fallait trouver des moyens ingénieux. Alors, l'outillage d'emboutissage d'une coque d'échappement comme ça coûtait un certain prix, c'était des pièces qui nous coûtaient cher à nous. Donc, on s'arrangeait pour que la pièce emboutie, elle serve 4 fois sur la moto. Elle sert là, elle sert de l'autre côté parce qu'elle est symétrique. Elle servait en même temps sur le silencieux, qu'on retournait. Ah ouais. Voilà. Donc, avec un seul moule, on faisait 4 pièces. 4 pièces, c'était voilà. optimisé comme ça. Et ça nous permettait, et beaucoup de pièces sont découpées, sont découpées à la cisaille, sont cisaillées. Ça coûte moins cher que d'avoir des outils de découpe. D'accord. Donc en termes de chronologie, donc ça c'est les motos... Alors ça c'est la première 323 sortie en série, la toute première. La 323 était là. Voilà. Alors, la première, elle n'a encore pas l'échappement embouti. On a vendu les motos avec un échappement en alu comme ça. D'accord. Et parce que notre outillage n'était pas encore prêt. Et après, on a redonné à tous nos clients gratuitement un échappement embouti. Et ce qui fait que tout le monde a acheté l'échappement à la trappe. Et bon, on ne savait plus comment c'était fait. Ouais. Et j'en ai retrouvé un quand même. Et j'ai refait les premières séries à l'identique. Voilà. Donc après, il y a Donc après, on a décliné la 323 en 240. Alors pourquoi 240 ? Parce qu'en dessous, en fait, c'était une 239. À l'époque, la TVA était sur les motos était à 33%. Et en dessous de 240 cm3, elle était à 17,5%. D'accord. Donc ça permettait d'avoir un prix d'appel, une moto avec un prix d'appel. Et puis en plus, on s'est aperçu que la 240 fonctionnait mieux que la 323 pour le commun des mortels, pour la plupart des trialistes. C'était un moteur un peu plus vif, plus agréable. Plus vif, plus sympa et tout, et la moto paraissait plus légère. Alors ensuite, j'ai eu une autre idée, on la retrouve ici. J'ai voulu passer le réservoir d'essence sous la selle pour baisser le centre de gravité, avec le filtre à air qui prend ici. Alors pourquoi là ? Déjà sur les 323, l'arrivée de l'air arrivait par la poutre centrale. Alors pourquoi ça ? Parce que j'avais remarqué en motocross, quand je courais en motocross, que le seul endroit sur la moto, quand on roulait dans la boue, le seul endroit qui était propre, c'était derrière la plaque à numéro. D'accord. Donc c'est là qu'il fallait chercher l'air, puisque c'était toujours propre. Donc elle rentrait là ? Donc là, on a des flûtes qui permettent de rentrer, et ça vient là. Et ça sortait là. Et après, on a fait un filtre à air qui vient ici, qui prend ici, et on a mis le réservoir sous la selle pour baisser le centre de gravité. Donc une moto plus stable. Beaucoup plus stable. Ça se sentait, c'était marquant. Donc c'était sur celle-là. Voilà, c'est sur celle-là. Et ça, c'est la moto avec laquelle Pascal Couturier a couru en championnat du monde et a fait plusieurs places de 3e en Grand Prix avec cette moto-là. Pascal, qui à l'époque avait 19 ans, et était un jeune pilote qui découvrait, et il marchait super bien avec cette JCM. Donc ça, c'était 1986, hein, c'est ça ? 86, voilà. C'est ça. Voilà. Elle était faite en 243 et 303. Alors 240 et 300, un peu 300, plus. voilà. Et ça, c'est la Vega. C'est la dernière moto que j'ai conçue avec le moteur Villa, mais qui n'a pas été produite ici. D'accord. Mais je l'ai conçue de A à Z, c'est une moto de ma conception. La belle Vega. Hein. Et qui a été après déclinée en Europa par le fabricant suivant des JCM. Voilà. Donc là, si on regarde ton panneau, là, la production de JCM, qui ont été produites ici chez toi. Alors ici, on a produit 1000 motos entre 83 et 86. Sachant que la meilleure année complète en 85, on a produit 450 motos et que cette année-là, on avait plus de 2000 bons de commande. Donc on n'a pas livré un client sur 4. Parce qu'on était des gros artisans et on n'arrivait pas à passer à
pour passer à la vitesse supérieure, il fallait investir. Mais comme on n'était pas riche, on n'a pas les moyens d'investir. Et moins on investit, moins on sera riche. Et puis moins on pourra. C'était un peu le chien qui se mord la queue. Voilà. Mais une belle expérience, cette JCM. Extraordinaire, qui malheureusement a eu une triste fin pour moi en tout cas, puisque je me suis fait voler le projet. Mais c'est le projet de ta vie, hein, ça a été quand même, oui, pour moi, je me suis vraiment, ça a été les meilleures années de ma vie. Je me suis régalé à inventer, à faire marcher et tout. Comme j'expliquais, quand on part d'une idée, d'un dessin, on en fait un proto, on le fait rouler, on commence à passer des zones, à gagner des courses. Après, on le passe en série et on arrive on le vend et les clients ont des bons résultats avec nos motos. Bah, écoute, c'est fantastique, quoi. Et quand j'ai arrêté, j'étais vraiment orphelin de quelque chose qui m'avait... C'est je pense, la plus belle chose que j'ai fait de ma vie, ça. Voilà. Et donc là, on en a parlé tout à l'heure, hein, si on revient là, Charles Coutard, 1983. Et là, on est en 2023. 40 ans. Ça veut dire 40 ans. Et c'était en octobre à la montée. Hein. En octobre, voilà. Donc on ne perd pas l'espoir de monter. Les 30 ans, on s'est fait refouler parce que l'actionnaire principal de la société d'exploitation de la Tour Eiffel, c'est la ville de Paris. Et il y a une fameuse dame Hidalgo qui n'est pas trop pour les véhicules à moteur thermique. Donc, je sais pas, et on s'est fait refouler aux 30 ans. On va quand même retenter notre chance aux 40 ans. Et si on ne le fait pas, on viendra quand même au pied de la Tour Eiffel avec des motos statiques, mais montrer qu'il y a 40 ans, on était là. Voilà. Et on y sera, Joël. Eh bien, c'est bien. On sera sur le Champ de Mars. Eh ben, on amènera une bonne bouteille. Hein. Avec Charles et Joël, on espère. Oui, ah bah oui, ils viendront, bien sûr. Ah bah voilà. On va... 40 ans plus tard. On va y arriver. Sympa, voilà, Merci, Joël. Allez, ça m'a fait plaisir de vous accueillir, les gars. Et puis, ma foi, longue vie au trial aussi. Exactement. Voilà. Merci. Voilà.